titre à la une du journal de ce soir. C'est une semaine noire qui commence pour le Cameroun. Après le cardinal Toumi, c'est le Lamido de Garoua, par ailleurs secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique en charge des épidémies et des pandémies, Alim Gaga Ayatou, qui s'en est allé aux premières heures de ce 5 avril 2021. Mesdames, Messieurs, nous reviendrons sur la vie de ces deux hommes dans ce journal et toujours à la une de l'actualité de ce lundi 5 avril 2021. En sport football, les Lions indomptables du Cameroun en route pour Japon 2022. Elles affrontent le 10 avril prochain en Turquie l'équipe de Chili dans le cadre des éliminatoires des Jeux Olympiques Japon 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à cette autre édition de votre journal télévisé sur la télévision du monde. Et nous commençons par des faits de société. Hier, c'était le grand ménage dans la ville, dans le quartier Bonateki, dans l'arrondissement de Douala 1er. Notre reporter Charles Fils Elangé était parmi les personnes prises en charge et qui ont également servi pour cette cause noble. Vieille voiture, caracas garée sur la chaussée et garage improvisé sur le trottoir, voilà le décor hideux que nous offrent depuis lors certains usagers de la voie publique dans la ville de Douala. On est occupé là, pour faire les garages. Les enfants n'ont plus priorité de jouer. Comment on peut habiter dans un quartier où les enfants n'ont pas un lieu pour se distraire? Ça, c'est le terrain des enfants. Les enfants jouent. C'est suite à cet incivisme caractérisé qui relève du désordre urbain que les autorités de la capitale économique ont décidé de faire face à ce phénomène devenu une gangrène citadine. Qu'une opération de nettoyage de la chaussée a été lancée ce week-end par la fourrière municipale de la mairie de Douala 1er où plusieurs véhicules délibérément garés sur la chaussée par leurs propriétaires se sont vus remorqués par les agents de la fourrière ce week-end. Daïdo, Rond-Point, Bonantoné, en passant par Aqua, tout a été nettoyé, surtout ici au quartier Rue Fauche, où un garagiste avait réussi à faire des deux voies son espace. Mais c'est la continuité de notre service. Par mécanicien, il a 9 véhicules sur la chaussée qui ont déjà mis des mois et des mois. Donc nous sommes obligés d'intervenir pour les riverains, etc. Si la dite opération est appréciée par certains riverains, ce ne sera pas le cas ici au quartier Bonateki, où les habitants se sont farouchement opposés aux agents de la fourrière en estimant que le jour n'était pas indiqué pour cette opération. Pourtant, elle est faite sous le contrôle de la sous-préfecture de Douala 1er si l'on s'en tient à l'ordre de mission qui stipule les objectifs de cette campagne qui a pour mission débarrasser de la ville ces vieux véhicules devenus des repères de brigands. Dans le même ordre d'idée, après la descente du super-maire dans les zones d'Aqua où une sensibilisation avait été faite aux commerçants qui occupaient abusivement le trottoir, 24 après, notre reporter Charles Fils Elangé est reparti sur les lieux. Rien n'a changé, les populations sont toujours là et le trottoir est toujours autant engorgé. Nous sommes le 5 avril 2021, 24 heures de l'échéance donnée par le maire de la ville aux commerçants qui occupent les trottoirs du lieu dit douche à Aqua. Il leur avait été donné à compter de la date du 4 avril de libérer les espaces qu'ils occupent en ce moment afin de permettre que les trottoirs servent aux piétons, histoire de rendre fluide la circulation des hommes et des biens. Selon dit, rien n'a visiblement changé si oui, certains commerçants qui ont accepté d'aller un peu plus en arrière de la dalette du caniveau. Pour d'autres, c'est le statu quo. Mais qu'est-ce qui explique le fait que vous soyez encore là? Comment le maire peut nous dire de quitter la ville comme ça? Mais c'est pas facile. Si on rentre au quartier, on va faire comment? Là-bas, c'est pour crier la guerre. Puisque tu ne peux pas rester en famille comme ça à la maison. Parce qu'il n'y a pas d'emploi, on va aller où? On va aller où? Il y a les sociétés. Nous, toutes les sociétés sont fermées. Là où je travaillais avant, il n'y a plus. On ne va pas rentrer à la maison, sommer, c'est pas facile. Ce soir, il avait appris les activités d'Aqua. Moi, je l'ai arrangé un endroit où il peut caser les gens. On l'attend. Il vient nous dire ce qu'il faut faire pour nous. Tout est normal, comme ces jours avant le lancement de la campagne qui a pour but de libérer les trottoirs. Nous partirons d'Aqua ce jour sans véritablement connaître la situation ou la position des occupants de cette partie de la ville dont l'occupation de la chaussée favorise les bouchons et même les risques permanents d'accident. Mesdames, Messieurs, je vous invite à présent à la découverte d'un village niché dans l'arrondissement du Nord Macombé, dans le département du Cam, région
du littoral. Makombe est un village dont les habitants connaissent de nombreuses difficultés. L'accès à l'eau potable est une situation très compliquée. La route également n'est pas toujours bitumée. Les enseignants ne sont pas toujours dans les classes puisqu'il n'existe même pas de classe et même les centres de santé sont en lambeaux. C'est un visage et un tableau triste que nous dresse ce soir Jean-Germain Yéna. Nous sommes ici à Bangopé, village niché dans l'arrondissement du Nord Makombe, département du Nkam, dans la région du littoral. Et comme dans la plupart des campagnes, Bangopé connaît un sérieux problème d'enclavement, à défaut de rallier les grandes métropoles pour écouler les produits de leur dur labeur. Faute d'infrastructures routières, des populations du village Bangopé pratiquent l'agriculture de subsistance. Voilà, on appelle ça les parmis. En ville, il y a des gens qui ne savent pas ça. Il y a des gens, c'est ça qui donne de l'huile. Le palmier que vous voyez là, le palmier, c'est ça qu'on coupe le régime là-bas. On presse au pressoir, on cueille l'huile et après ça c'est le palmier. Notre problème c'est par rapport à l'argent de la route. Vous-même vous avez vu, qui tend du haut, arriver ici là, vous avez vu que c'est pas évident mon père. La route qui tend de Bafang-Konzok à l'entrée fondante venant de Bangopé, au moment des pluies, nous avons tous des problèmes ici là pour sortir et entrer. Au moment que les pluies commencent ici là, qui tend Bangopé, Bafang, la moto c'est 5 000 francs. Et nous marchons péniblement à pied pour y arriver. À partir de la route de Bafang d'ici, vous avez vu quand même la route est impraticable. Résultat des courses, côté éducation, l'unique école primaire et CES de Bangopé manque d'enseignants pour dispenser les cours aux élèves. Rendez-vous compte qu'au niveau du village, une école secondaire et un enfant paie 60 000. C'est absurde. Un CES, de la 6e en 3e pour le moment. 60 000 pour ébaucher des enseignants qui peuvent venir nous aider, nos enfants. C'est récemment qu'on nous a envoyé quelques profs, un peu de la CIL, de la maternelle au Koumoine à Ivola. Quand elle fait des sorties, parce qu'elles sont des doigts là. Bon, de temps en temps, pour que l'école ne soit pas fermée, cette fille prend le risque d'aider nos enfants en attendant qu'elle soit arrivée. À l'école primaire, donc, on a au moins 5 enseignants. Et à côté de cette précarité ambiante qui freine l'épanouissement des populations, Bangopé aujourd'hui, c'est surtout son centre de santé qui n'est plus que l'ombre de lui-même, construit par l'État du Cameroun pour la prise en charge des patients. Cette formation sanitaire, visiblement à l'abandon, est dépourvue d'un personnel de santé et d'équipements médicaux. J'ai même été traduit en justice par rapport à ma déclaration de constater que le centre a été mal fait. Et aujourd'hui, la vérité est là, chacun peut passer voir. C'est à un état de délabrement très avancé. Or, il y a de cela quelques mois seulement, tous les portes sont abîmées et il y en a, ça reste ouvert. Toutes les ouvertures n'ont plus leur place. Ça me fait un an, Après la construction, je ne pense pas que ça fait un an, puisque les portes sont faites en bois, en contreplaqué. Pour se soigner en cas de maladie, les habitants de Bangopé sont contraints de parcourir plusieurs kilomètres, généralement à pied, pour se rendre à l'ouest, limitrophe. Quand les femmes veulent accoucher, ils partent à l'ouest. Donc nous sommes limitrophes avec les gens de Bangopé, c'est ceux de l'ouest. Ils ont un centre de santé là-bas. C'est là-bas que les femmes accouchent. Mais si c'est un cas urgent, on les transfère à Bafang ou alors à Bakou dans un autre centre, mais toujours dans l'ouest. Alors que nous sommes tout près, à côté, qu'une femme devait déjà directement venir ici là accoucher. Ou alors, quand il y a une blessure un peu grave, on devait prendre soin que d'aller courir plus de 15 km pour y arriver. Quelqu'un peut arriver en route, il meurt. Et face à cette situation, la population villageoise de Bangopé exhorte le gouvernement, à travers le ministre de la Santé, de se pencher sur la question. On devrait voir la situation du centre de santé de Bangopé par rapport à sa réhabilitation. Réhabiliter ce centre de santé qui nous est très cher en
apportant un plus pour la réparation, la réflexion de ces centres. Et en dépit de cette détanée de difficultés que connaissent des populations de Bangopé, la forêt verdoyante, de vent frais, l'environnement gai et le climat d'une beauté rare font de cette localité une destination de rêve. On parle également de développement local et de décentralisation dans ce journal. Élection régionale partielle dans le département de la Mémoire, région de l'Ouest du Cameroun. Le commandement traditionnel de cette partie du pays est reparti dans les urnes hier pour élire leurs représentants au conseil régional. Jean-Jean Yéna et Herbert Pamou. C'est dans le calme et la sérénité totale que s'est déroulé ce dimanche 4 avril 2021 la reprise des élections régionales dans le département de la Ménoire en vue de désigner les représentants du commandement traditionnel au sein du conseil régional de l'Ouest Cameroun. Le constat est celui de Awa Fonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest. Plus de 2 heures après le début de cette scrutin, je suis satisfait de ce qui se passe ici au lycée classique de Tchad. Je crois que nous avons enregistré plus de la moitié des électeurs qui se sont déjà présentés. Il y a l'enthousiasme, il y a la sérénité. Les responsables des réclames sont à pied d'eux. L'administration et les forces de maintien de l'ordre sont là pour les donner, pour les accompagner dans cette opération. Je suis satisfait et je crois qu'à la fin de la journée... De rattrapage qui interviennent du collège électoral en vue du scrutin des représentants du commandement traditionnel du département de la Ménoire, où 2 listes sont en compétition. Celle conduite par Sa Majesté Teddy Gabriel, chef supérieur du groupement Bamendo, et celle conduite par Sa Majesté Nité Demalbert, chef du groupement dans l'arrondissement de Sancho. Je suis venu donc pour voter et je l'ai déjà fait et je suis content personnellement. Et que représente justement ce jour d'élection, pour vous, élection des chefs traditionnels au conseil régional? Moi, je pense que le chef de l'État a bien pensé de nous imprégner effectivement dans le pouvoir public. Quel sera votre rapport justement au conseil régional pour ce qui est des représentants? Les représentants de cette constitution régionale, c'est effectivement pour travailler. Il va falloir effectivement qu'ils regardent de plus près qu'est-ce qu'on peut faire pour que la population soit heureuse. Notons que cette reprise des élections régionales dans le département de la Ménoire est la résultante de l'annulation par Elecam de la liste des chefs traditionnels de ce département lors des régionales du 6 décembre 2020 pour non-respect de la composition sociologique. Une décision qui sera par la suite entérinée par le tribunal administratif de Bafoussam. Comme nous le disions au sommaire de cette édition d'information, Aline Gaga Ayatou, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique en charge des épidémies et des pandémies, est décédé très tôt ce matin. Il est par ailleurs l'amido de Garoua et dans le Lamida ce lundi matin, la tristesse se lisait sur tous les visages et la douleur a véritablement atteint son paroxysme. Jean-Germain Yedouin, c'est de Fondi. Au Lamida de Garoua, dans la ville, chef-lieu de la région du Nord, l'ambiance est terne dans certains coins de l'esplanade et le choc infernal dans d'autres. La mauvaise nouvelle
Tombé tel un coup de massue, très tôt ce lundi, 5 avril 2021, s'est vite répandu comme une traînée de poudre dans la ville de Garoua et partant dans l'ensemble du Septentrion. Sa Majesté Alim Garga Yatou, le lamido de Garoua, n'est plus. Monsieur Lamido, c'est une personne très spéciale pour nous. C'est un homme de cœur, c'est un homme très bon. C'est un homme qu'on doit respect et considération. Mais seulement il est malade, ça fait une semaine, mais ça s'est aggravé hier. Mais dommage pour nous, ce matin, on a appris qu'il a rendu l'âme. Et la mort, c'est le chemin de tout le monde. On ne peut pas dire le contraire. On a peur de la maladie, mais pas de la mort. Et dès la confirmation de son décès, de balles des autorités administratives, municipales, religieuses et traditionnelles, personnalités de tous bords, ainsi que les forces de maintien de l'ordre, est observé pour le recueillement. Nous sommes venus ici à la chefferie Olamida, en compagnie de nos collaborateurs, pour essayer de prendre des mesures d'ordre, notamment sécuriser le site, sécuriser le lieu, et sécuriser également les appartements du défunt, afin que le moment venu, les autorités compétentes, selon les décisions qui seront prises, nous puissions suivre dans la sérénité. Donc voilà l'objet de notre descente ce matin, ici au Lamida de Garoua, afin de nous assurer que les populations sont calmes et que un événement aussi tragique, aussi subite, nous ne pouvons pour l'instant que nous en remettre au Créateur et espérer que l'âme du défunt repose en paix. Décédé loin de sa ville natale, la mort du ministre, c'est que ceux et celles qui l'ont connu donner toutes les informations nécessaires pour devenir, n'est-ce pas, un très bon chef traditionnel de 3e degré. Je ne peux que dire merci à Dieu et merci à ce lamido-là, à M. Alim Garga Yatou tout simplement, pour l'homme qu'il a été, un homme disponible, un homme qui encadre, un homme qui donne à chaque fois des conseils. Et si je dois parler de Lamido Yatou, c'était un grand rassembleur. Un grand rassembleur. C'est le père des enfants. Il n'était pas le père de l'enfant, il était le père des enfants. Et la communauté d'Amour de Garoua a vécu avec Lamido Yatou une vie cordiale et sympathique. Il nous prenait comme ses enfants. À chaque événement, nous étions là avec le Lamido Yatou, à chaque événement. Un cordon de sécurité a été dressé et les appartements privés du défunt Lamido scellés avec le décès de Sa Majesté Alim Garga Yatou. L'État du Cameroun perd l'un de ses auxiliaires de l'administration les plus influents, un chef traditionnel sage et écouté, un homme d'État respecté qui a servi avec dévouement la République. Alim Yatou était également un homme politique et un chef traditionnel à un parcours riche et fort, éloquent tant en sa qualité de lamido de Garoua qu'en sa qualité de secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, poste qu'il occupait de 1996 jusqu'à nos jours. Reportage. Alim Yatou est mort. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé en charge de la lutte contre les épidémies et les pandémies est décédé dans la nuit du 4 au 5 avril 2021 des suites de maladies. Inspecteur principal du Trésor de formation, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé était également un grand chef traditionnel. En effet, Alim Garga Yatou était le lamido de Garoua et l'un des membres du gouvernement qui battait un record de longévité à son poste. Il a été secrétaire d'État à la santé de 1996 jusqu'à sa mort et lamido de Garoua depuis 2000. Il s'est distingué ces derniers mois dans la lutte contre le coronavirus. Alim Yatou, âgé de 75 ans, est le deuxième membre du gouvernement qui meurt en fonction cette année après la disparition le mois dernier d'Adoum Gargoum, ministre d'État auprès du ministre des Relations extérieures en charge du monde islamique. Nous revenons également ce soir sur le parcours élogieux de l'homme de Dieu qui était le cardinal Christian Toumi, qui est entré dans la prêtrise en avril 1966. Reportage.
Né le 15 octobre 1930 à Kikaïkelaki, par Kumbo au nord-ouest du Cameroun, son éminence Christian Toumi a été ordonné prêtre le 6 avril 1966 au diocèse de Buea. Son parcours académique l'a conduit au Nigeria, où le jeune prélat suit une formation en sciences de l'éducation, puis à Londres au Royaume-Uni. Il s'inscrit par la suite en théologie à l'Institut catholique de Lyon, en France, où il obtient une licence, puis une autre en philosophie à l'Université de Fribourg, en Suisse, suivi d'un doctorat. Le 28 juin 1988, le pape Jean-Paul II le désigne cardinal. De retour au Cameroun, il est nommé recteur du grand séminaire régional de Bambui, dans l'archidiocèse de Bamenda. Christian Toumi est successivement évêque de Yagua, archevêque coadjucteur, puis archevêque de Garoua et archevêque de Douala. Il est archevêque émérite de Douala depuis 2009. Il préside la conférence épiscopale camerounaise entre 1985 et 1991. Christian Toumi s'est retiré de sa charge d'archevêque le 17 novembre 2009 à l'âge de 79 ans. Son coadjucteur, Monseigneur Samuel Cléda, lui succède. Le cardinal Christian Toumi, archevêque émérite de Douala, premier et seul cardinal camerounais, célèbre pour ses inlassables tentatives de médiation entre les sécessionnistes anglophones et le gouvernement de Yaoundé. Il quitte la scène sans avoir terminé son combat, qui n'était autre que le retour de la paix dans les zones anglophones en crise. Le cardinal Christian Toumi, aujourd'hui de regrettée mémoire, était également un homme qui œuvrait pour la fin de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, une mission qui lui... C'était aussi un homme à l'humanisme très poussé, engagé pour la paix du Cameroun, réputé pour sa liberté de ton et ses positions tranchées. Le gouvernement comme les groupes sécessionnistes le soupçonnaient mutuellement de défendre les intérêts du camp adverse. La All Anglophone Conference qu'il souhaitait organiser n'a jamais prospéré faute de soutien du régime. L'objectif était de désigner les personnalités anglophones qui engageraient des pourparlers avec le gouvernement, mais hélas, une belle initiative qui ne sera peut-être plus réalisée. On se souvient que le 5 novembre 2020, il avait fait l'objet d'un enlèvement revendiqué par des groupes sécessionnistes. Retenu captif dans une ferme située sur l'axe Bamenda-Kumbo, il avait alors fermement rappelé aux soldats armés son opposition à la fermeture des écoles et son souhait de voir les différents protagonistes trouver un chemin d'entente autour d'une table de négociation. Il est tout de même à noter qu'il a été libéré un jour plus tard. Dans son dernier ouvrage, publié fin 2020, intitulé Ma nuit en captivité, Christian Toumi a réitéré sa position, celle de rester neutre et de voir un jour les âmes se ranger dans son pays. Un rêve qu'il verra sûrement se réaliser depuis le ciel. En sport, football, éliminatoire Jeux Olympiques Japon 2022, les Lions indomptables du Cameroun sont en route pour la Turquie où elles vont affronter le 10 avril prochain l'équipe de Chili. Moïse Ball. Les Lions indomptables du Cameroun quittent le Becaye ce mardi à 2 h du matin par l'aéroport international de Simalène de Yaoundé à destination de la Turquie pour le dernier match de barrage qualificatif pour les Jeux Olympiques de Japon 2022. Au terme d'un stage bien bâclé, les pouliches d'Alain Djemfa ont le cœur à l'ouvrage malgré l'abandon total du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui a annoncé dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun ce soir. Depuis la récente Coupe du Monde de football au féminin disputée en France, Narcisse Molekombi n'a pas pu rendre une moindre visite aux Lions indomptables. Les Chiliennes, adversaires des Lions indomptables, sont en Turquie depuis vendredi dernier pour mieux s'acclimater. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique, tout comme la Fédération camerounaise de football, n'ont rien fait du concret pour faciliter les choses aux Lions indomptables du Cameroun. Car cela ne tienne, le moral est plus que jamais au beau fixe. Alain Djemfa et ses filles sont déterminées et gonflées à bloc. Elles veulent se qualifier par tous les moyens pour honorer le Cameroun. Maï Kidd, Esther Johnson, Marie Awona, Babou Ange, Gabriel Aboudi Ongene, Choudjoya Adiara et Fedu Raissa, pour ne citer que celles-là, promettent de ramener le sourire aux lèvres des Camerounais dès samedi prochain à 20 h heure du Cameroun.
Parlant toujours de sport, football, Coupe de la CAF, Coton Sport de Garoua prend la tête de sa sous-poule à la faveur du bon résultat réalisé en terre zambienne. Moïse Bal, une fois de plus. L'actualité à l'international est marquée par la campagne présidentielle au Tchad qui s'annonce rude à quelques jours du scrutin. Sur le terrain, les partis politiques en lice multiplient les stratégies pour convaincre les électeurs. C'est un reportage signé de nos envoyés spéciaux depuis N'Djamena au Tchad, Frédéric Moutomé et Guy Landry Sioui. Le 11 avril prochain, des milliers de Tchadiens sont attendus aux urnes pour choisir un nouveau président de la République pour les 5 ans à venir. Sur le terrain, la campagne bat son plein. En N'Djamena, par exemple, la capitale du Tchad, l'ambiance est bien morose dans les QG des partis politiques de l'opposition, notamment au siège du RNDT, le Rassemblement national et démocrate du Tchad, pourtant fortement déployé dans la capitale et à l'intérieur du pays. La campagne se fait sur le terrain. Et nous avons une permanence électorale qui est en contact permanent avec tous les directeurs de campagne départementaux, dans les quartiers, dans les arrondissements. Ici, nous faisons un travail de coordination. Malgré cette faible effervescence, d'autres partis politiques continuent leur mobilisation dans les rues et quartiers de N'Djamena. C'est le cas du MPS, le mouvement patriotique du salut du président sortant, le maréchal Idriss Déby Itno, qui ratisse large au 7e arrondissement de N'Djamena. L'approche aujourd'hui, ce n'est pas de faire de tapage, mais c'est de travailler de porte à porte, c'est comme ça. Donc il y a des cellules dans des quartiers qui sont là, et ils prennent les relais, ils font le travail dans leur quartier, dans leur carré respectif, et le travail est fait, l'information est passée. À quelques jours du scrutin, chacune des formations politiques en lice annonce déjà sa victoire. Dans le même temps, les candidats en compétition, à savoir Padake Albert du RNDT, Donigar Félix Nyalbe de l'URD, Yombombe Théophile Madjitouloum de l'UTPC, Brice Baimon Guedembaï de l'ARC démocratique, Aladoum Balthazar Djarma de l'Astre, Lydie Béassounda, l'unique femme candidate du PDI, et le maréchal Idriss Déby Itno du MPS, candidat à sa propre succession, appelle les populations en âge de voter à se rendre aux urnes le 11 avril prochain. Mesdames, Messieurs, pendant ce temps, les affiches de campagne et les bureaux de soutien sont au cœur d'une vive tension à la capitale N'Djamena au Tchad. Une fois de plus, Frédéric Moutomé et Guy Landry ici. Pas en N'Djamena, sans les affiches de campagne des candidats, 7 au total en compétition. Dans les rues et artères, ces visuels de communication sont le lot quotidien des populations sensibilisées ainsi à la présidentielle. Environ de 11 ou 12 candidats qui sont là, on peut voter, chacun qui va aller sur son choix pour voter. C'est ma 4e fois de diriger la campagne au niveau de la ville de N'Djamena, mais jamais avec cette campagne apaisée, et je n'ai jamais vu de foule de camarades ou bien de militants sortir massivement pour écouter attentivement et suivre les directives. En cette première semaine de campagne qui s'achève, la belle capitale politique du Tchad, N'Djamena, est dominée par la présence imposante des affiches du candidat au pouvoir, Idriss Déby Itno. Cette omniprésence des affiches du président sortant est décriée et dénoncée par ses principaux challengers. Oui, c'est une des stratégies aussi. Ce ne sont pas ceux qui font plus de bruit qui jouent au sérieux. Est-ce qu'on refuse à quelqu'un d'afficher le banderole? Est-ce que la mairie a refusé à un candidat d'afficher? Est-ce que le ministère de l'Intérieur a refusé à quelqu'un d'afficher? Au-delà des affiches, un autre sujet divise les partis politiques ici. Les bureaux de soutien, dont 700, un peu plus, dans la ville de N'Djamena, affichent leur préférence pour le candidat dit du consensus. Un bureau de soutien, ça veut dire que le programme du candidat a inspiré les citoyens lambda, et n'ayant pas dans une activité partisane, il se dit que en vertu
du programme politique présenté, il va soutenir le candidat. Ce bureau est appelé à soutenir notre candidat, le candidat du consensus, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. JPS-MPS n'a pas attendu la campagne présidentielle pour se déplacer. Dès notre installation, la coordination nationale a décidé de mettre en place dans les provinces du Tchad des cellules provinciales. Dès ce lundi, la campagne rentre dans sa dernière ligne droite. Les partis politiques en lice se jettent définitivement dans la bataille de la mobilisation en vue de l'élection de leurs candidats. Fin de ce 19h45, mesdames, messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvez à 21h Sandra Péniel dans le cadre du programme Tout au clair qui passe en revue l'actualité brûlante de cette journée. Elle aura autour d'elle un panel d'invités triés sur le volet pour votre plaisir et surtout pour plus d'informations sur la télévision du monde. Je vous donne rendez-vous demain quand il sera 19h45. Bonsoir. Retrouvez votre chaîne de télévision LTN disponible dans le bouquet Canalsat au niveau du canal 308 et le bonheur s'offre.